Shaka Zulu, né vers 1787 et décédé le 24 septembre 1828, est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire africaine. En tant que roi du royaume zoulou de 1816 à 1828, il a transformé une petite tribu en une puissance régionale redoutée. Son génie militaire, ses réformes sociales et politiques, ainsi que son impact durable sur la culture zoulou et l'Afrique australe, font de lui un personnage central pour comprendre l'histoire de la région. Salut à tous! Bienvenue sur Africultura. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur la vie d'un homme au parcours et à l'héritage controversé, considéré comme un héros et un révolutionnaire pour certains, et comme un barbare sanguinaire pour d'autres. Augmentez le volume et écoutez l'incroyable histoire de Shaka Zulu. À la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique australe est une mosaïque de peuples et de cultures. Les populations bantoues, dont les Zoulous font partie, cohabitent avec les peuples autochtones coïsans. Les Zoulous, alors une petite tribu, sont intégrés dans la confédération Mtetwa dirigée par le chef Dingiswayo. Parallèlement, les puissances européennes commencent à manifester un intérêt accru pour la région, notamment les Néerlandais avec la colonie du Cap et les Britanniques qui prennent le contrôle de cette colonie en 1814. C'est dans ce contexte que naît Shaka vers 1787, près de Melmoth dans l'actuelle province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Il est le fils illégitime de Sanzangakona Kajama, chef du clan Zoulou, et de Nandi Kabebe, une princesse du clan Langeni. Cette union hors mariage entraîne des tensions, et Nandi est contrainte de quitter le clan Zoulou avec son jeune fils. Après leur expulsion du clan Zoulou à cause de son statut d'enfant illégitime, il trouve refuge chez les Langeni, puis chez les Mtetwa. Mais c'est chez les Mtetwa que Shaka grandit et développe ses compétences militaires sous la protection de Dingiswayo. Cette période forge son caractère et prépare le terrain pour son ascension future à la tête du peuple zoulou. Ce rejet forge également en lui une détermination exceptionnelle et un profond désir de revanche. Dès son jeune âge, Shaka montre des signes d'intelligence et de force physique impressionnants. Il est souvent moqué et maltraité par les autres enfants en raison de sa condition d'exilé, mais il se forge une réputation de combattant redoutable. Il se distingue par sa bravoure et sa discipline lors des jeux de guerre traditionnels, ce qui attire l'attention des chefs militaires du clan Mtetwa. Vers l'âge de 23 ans, Shaka intègre les rangs de l'armée Mtetwa sous la direction du chef Dingiswayo. Ce dernier est un stratège avisé qui modernise les méthodes de guerre en encourageant la discipline et l'innovation. Shaka y apprend l'art du combat, de la stratégie militaire et de la gestion des troupes. Il impressionne rapidement ses supérieurs par son audace et sa capacité à s'adapter aux situations de combat. C'est au sein de l'armée Mtetwa que Shaka commence à développer ses propres tactiques militaires. Il remet en question l'usage traditionnel des longues lances de jet appelées asgai et préfère une arme plus courte et plus maniable, qu'il contribuera à perfectionner plus tard, l'ikloa, une lance à lame large conçue pour le combat rapproché. Il développe également des techniques de combat axées sur l'endurance et la vitesse, exigeant de ses soldats qu'ils parcourent de longues distances sans chaussures pour renforcer leur résistance. En 1816, la mort du père de Shaka, Sanzangakona, ouvre une opportunité pour lui d'accéder au trône du peuple zoulou. Le successeur légitime, Sigujana, est faible et sans soutien militaire solide. Avec l'appui de Dingiswayo et de l'armée Mtetwa, Shaka monte une expédition contre son demi-frère et le fait assassiner, prenant ainsi le contrôle du clan Zoulou. Dès son arrivée au pouvoir, Shaka entreprend une transformation radicale du peuple zoulou. Il élimine ses rivaux et consolide son autorité par des alliances et des campagnes militaires brutales. Il impose une discipline de fer à son armée et introduit des réformes qui feront des Zoulous une force militaire redoutée dans la région. Peu après sa prise de pouvoir, Shaka est confronté à un événement clé, la mort de Dingiswayo, assassiné par le chef rival Wide des Douandoué. Avec la disparition de son mentor et protecteur, Shaka doit affirmer son indépendance. Plutôt que de venger directement la mort de Dingiswayo, il choisit d'attendre le bon moment pour affronter les Douandoué. Avant de continuer cette histoire, je tiens à remercier tous qui soutiennent la chaîne par des likes et leur abonnement. Si vous êtes intéressé par la culture africaine, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous pensez de Shaka Zulu. Si une autre grande figure africaine vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En 1818, il entre en guerre contre Wide et ses forces, utilisant ses nouvelles tactiques militaires pour vaincre les Douandoué à la bataille de Gokli-Hill. Cette victoire marque un tournant. Shaka n'est plus un simple chef de tribu soutenu par un suzerain, il devient le dirigeant d'une puissance en pleine expansion. Il consolide son pouvoir en unifiant diverses tribus sous son autorité, soit par persuasion, soit par la force. Avec son pouvoir solidement établi, Shaka Zulu entreprend une expansion sans précédent. Il intègre les peuples voisins dans son royaume, utilisant une combinaison de diplomatie et de terreur pour asseoir son autorité.
Ceux qui refusent de se soumettre sont éliminés, et leurs survivants sont intégrés dans son armée ou dispersés. L'une des grandes réussites de Shaka est son habileté à transformer une petite tribu en une armée disciplinée et une nation redoutable. Ses réformes militaires et son organisation administrative posent les bases d'un empire zoulou qui marquera durablement l'histoire de l'Afrique australe. Ainsi, en moins d'une décennie, Shaka passe du statut d'enfant exilé à celui de roi conquérant, façonnant l'identité et la puissance du peuple zoulou. Son ascension fulgurante marque le début d'une ère de transformation et de bouleversement qui influenceront durablement la région. Shaka Zulu n'était pas seulement un conquérant redoutable, il était aussi un réformateur militaire visionnaire. Son règne a été marqué par une transformation radicale de l'armée zoulou, qui est passée d'une simple force tribale à une machine de guerre disciplinée et redoutable. Avant Shaka, les guerres entre tribus africaines étaient généralement limitées à des escarmouches où les guerriers lançaient des lances de loin avant de se replier. Les batailles étaient souvent peu meurtrières et servaient davantage à établir une domination symbolique qu'à écraser un ennemi. Shaka a complètement changé cette approche en introduisant une structure militaire rigide et une discipline stricte. Shaka a divisé son armée en unités appelées impis, organisées selon des critères d'âge et d'expérience. Chaque impie vivait, s'entraînait et combattait ensemble, renforçant ainsi l'esprit de corps et l'efficacité sur le champ de bataille. Shaka imposait à ses guerriers un entraînement physique intensif. Ils devaient parcourir de longues distances en courant pieds nus, afin de renforcer leur endurance et leur résistance. Il interdisait l'usage de sandales, convaincu que cela ralentissait ses troupes et les rendait vulnérables aux longues marches. L'une des réformes les plus emblématiques de Shaka fut la transformation de l'armement zoulou. Avant son règne, les guerriers utilisaient principalement des lances longues et légères, asseguées, pour attaquer à distance. Shaka a remplacé cette arme par une version plus courte et plus large appelée Ikloa, une lance destinée au combat rapproché. L'Ikloa, avec sa lame large et courte, obligeait les guerriers à s'engager dans des combats rapprochés, rendant les affrontements plus meurtriers. Cette innovation a donné un avantage significatif aux Zoulous, qui pouvaient désorganiser leurs ennemis en chargeant rapidement et en les forçant à un combat direct. Sur le plan stratégique, Shaka a mis au point une nouvelle tactique militaire qui a révolutionné la guerre tribale. Cette stratégie était connue sous le nom de la formation en tête de buffle. Cette stratégie astucieuse permettait aux Zoulous d'encercler et de détruire efficacement leurs ennemis. La formation se composait de 3 parties. Les cornes, ce sont les flancs. Les unités mobiles de Shaka encerclaient l'ennemi par les côtés pour le piéger. La poitrine, c'était l'unité principale. La force principale attaquait frontalement pour maintenir la pression sur l'ennemi. Et enfin les reins, c'est-à-dire les réserves. Un groupe de guerriers restant en retrait pour intervenir en cas de besoin ou pour suivre les ennemis en fuite. Cette stratégie offrait une flexibilité exceptionnelle et permettait aux Zoulous d'affronter des ennemis plus nombreux. En combinant rapidité, encerclement et combat rapproché, Shaka pouvait décimer des armées entières avec un minimum de pertes. Shaka a introduit un système de service militaire obligatoire. Tous les jeunes hommes zoulous devaient servir dans l'armée pour une période déterminée. Les guerriers étaient regroupés selon leur âge et affectés à des unités spécifiques. Les plus jeunes servaient comme éclaireurs ou auxiliaires avant d'être intégrés à l'armée principale. Ils mettaient un accent sur la discipline et la loyauté. La désertion ou la lâcheté étaient sévèrement punies, parfois même par la mort. Cette discipline de fer a contribué à la redoutable efficacité de l'armée zoulou. Shaka Zulu comprenait l'importance de l'information et de l'intimidation pour assurer sa suprématie. Il avait compris l'utilité des réseaux d'espionnage et de messagers. C'est pour cela qu'il avait développé un réseau de renseignement efficace, permettant d'anticiper les mouvements ennemis et de frapper au bon moment. La terreur était aussi l'une de ses armes. Shaka n'hésitait pas à semer la peur chez ses ennemis en exécutant brutalement ceux qui résistaient. Il imposait des punitions collectives aux tribus vaincues pour dissuader toute rébellion. Cette stratégie, bien que cruelle, lui a permis de maintenir un contrôle total sur les territoires conquis. Les innovations de Shaka ont non seulement consolidé la domination zoulou, mais elles ont aussi influencé d'autres peuples et tribus d'Afrique australe. Plusieurs groupes, inspirés par les réformes militaires de Shaka, ont adopté des stratégies similaires pour améliorer leur puissance militaire. Même après la mort de Shaka, son système militaire a servi de base à la résistance contre les forces britanniques et boers au XIXe siècle. Les réformes militaires de Shaka Zulu ont marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique australe. Grâce à ces innovations, il a transformé une petite tribu en une puissance militaire redoutable. Son armée disciplinée, sa stratégie du tête de buffle et son utilisation du renseignement et de la terreur lui ont permis de conquérir et d'unifier de vastes territoires. Après avoir consolidé son pouvoir et réformé son armée, Shaka Zulu entame une période d'expansion agressive. Sa stratégie repose sur une combinaison de conquêtes militaires,
d'alliances stratégiques et d'une intégration progressive des peuples soumis. L'Afrique australe du début du 19e siècle est un espace en mutation, marqué par des conflits entre tribus, des déplacements massifs de population et l'arrivée progressive des colons européens. Chaka comprend rapidement que pour assurer la pérennité des Zoulous, il doit non seulement se défendre contre ses rivaux, mais aussi imposer une domination totale sur la région. Chaka voit les peuples douandoués et choisit des adversaires sérieux, capables de contester son autorité sur le territoire. Son expansion vise à neutraliser ces menaces avant qu'elles ne deviennent ingérables. Plutôt que de simplement anéantir ses adversaires, il intègre les guerriers des tribus conquises dans son armée et absorbe les populations dans le royaume zoulou, leur offrant protection et prospérité sous son règne. L'un des conflits les plus décisifs du règne de Chaka est celui qui l'oppose aux Douandoués, dirigé par le puissant chef Wide Kalanga. Pendant la bataille de Gokli Hill en 1818, les Zoulous étaient en sous-nombre face aux Douandoués. Chaka utilise la stratégie de la tête de buffle pour diviser et anéantir les forces de Zouidé. Grâce à sa discipline militaire et à la rapidité de ses troupes, il remporte une victoire éclatante. Après cette bataille, Chaka mène une campagne d'extermination contre les Douandoués, détruisant leurs villages et forçant leur dispersion. Certains groupes fuient vers le nord et donnent naissance à d'autres royaumes comme celui des Ngoni, influencés par les tactiques zoulous. Après la mort de Dingiswayo, Chaka annexe les Mtetwa sans grande opposition. Il fait de même avec d'autres groupes comme les Kwabé, renforçant ainsi son armée et augmentant son influence sur le sud de l'actuel KwaZulu-Natal. Les Swazi et des Lubi, impressionnés par la puissance zoulou, se soumettront sans trop de résistance, préférant bénéficier de la protection et de la prospérité offertes par Chaka. L'expansion de Chaka ne se limite pas à la conquête militaire. Il utilise également la terreur comme outil de domination. Entre 1815 et 1830, les guerres de conquête de Chaka provoquent des déplacements massifs de population. Les tribus qui refusent de se soumettre sont soit anéanties, soit contraintes de fuir vers le nord et l'ouest, provoquant une réorganisation radicale de l'Afrique australe. Cette période est connue sous le nom de Mfekane, le grand écrasement. Chaka n'hésite pas à faire massacrer des villages entiers pour briser toute opposition. Cette stratégie, bien que brutale, permet d'éliminer toute résistance potentielle et de dissuader d'autres tribus de s'opposer à lui. Plutôt que de simplement tuer tous ses ennemis, Chaka propose à certains guerriers et populations conquises d'intégrer son royaume. Ceux qui acceptent deviennent des citoyens zoulous et bénéficient de la protection de l'armée. Grâce à cette politique, Chaka transforme les Zoulous en une véritable nation, bien organisée et structurée, plutôt qu'en une simple coalition de tribus guerrières. Le Mfekane a eu un grand nombre d'effets dans la région. Ainsi, les guerres de Chaka ont entraîné la migration de nombreux peuples vers d'autres régions d'Afrique australe, modifiant profondément la carte ethnique du continent. Certains groupes déplacés par les guerres zoulous fondent de nouvelles dynasties, comme les Ngoni au Malawi et en Zambie, ou les Débélés au Zimbabwe. À son apogée, le royaume zoulou couvre une immense partie de l'Afrique australe et constitue une force militaire inégalée. Après une décennie de guerre et de conquête, Chaka a bâti un empire puissant. En 1825, peu de peuples osent encore défier les Zoulous. La renommée de Chaka est telle que son autorité est respectée bien au-delà des frontières de son royaume. Il établit des relations avec des commerçants européens, notamment des Britanniques, afin de moderniser son arsenal et d'accéder à de nouvelles ressources. Le royaume zoulou n'est pas seulement un empire guerrier, mais aussi un État structuré, avec un système administratif organisé autour de l'armée. Alors que Chaka Zoulou consolidait son pouvoir et étendait son royaume, il entra progressivement en contact avec les Européens, en particulier les commerçants et explorateurs britanniques. Ces interactions avec les puissances étrangères furent marquées par une combinaison de prudence, de curiosité et de stratégie. Au début du 19e siècle, la présence européenne en Afrique australe était limitée mais croissante. Les Portugais avaient établi des comptoirs commerciaux sur la côte du Mozambique, tandis que les Néerlandais et les Britanniques s'implantaient dans la région du Capitaine en 1824. Un groupe de commerçants britanniques dirigé par Francis Farwell et Henry Finn arriva sur la côte du Natal. Ces marchands, installés à Port-Natal, l'actuel Durban, cherchaient à établir des relations commerciales avec les Zoulous. Les Britanniques cherchaient des alliés locaux pour faciliter le commerce d'ivoire et d'autres ressources, et assurer la sécurité de leurs activités en évitant les conflits avec les puissances indigènes. Contrairement à d'autres chefs africains qui rejetaient toute influence étrangère, Chaka montra une ouverture stratégique envers les Européens. Il comprit que ces nouveaux arrivants pouvaient être utiles à son empire. Chaka autorisa Francis Farwell et Henry Finn à commercer sur ses terres, tout en gardant un contrôle strict sur leurs activités. Les Britanniques fournirent à Chaka des armes à feu, bien qu'il continuât à privilégier les tactiques traditionnelles de combat rapproché. En retour, Chaka leur offrit protection et accès à certaines ressources naturelles de son territoire.
Il comprit rapidement que les Britanniques n'étaient pas une menace immédiate et qu'il valait mieux les intégrer dans sa stratégie expansionniste plutôt que de les combattre. Les Européens ne furent jamais totalement intégrés dans l'administration ou l'armée zoulou, mais ils jouèrent un rôle indirect dans son développement. Les Britanniques fournirent des mousquets, mais Shaka ne les considérait pas comme fiables en raison de leur lenteur de rechargement par rapport à ses soldats rapides et bien entraînés. Il fit tout de même en sorte que ces hommes sachent s'en servir en cas de nécessité. Henri Fine soigna Shaka après une tentative d'assassinat en 1824, ce qui renforça la confiance du roi envers les Européens. Les connaissances médicales et certaines techniques européennes furent intégrées à la cour royale. En maintenant de bonnes relations avec les Britanniques, Shaka s'assurait un avantage contre d'éventuels rivaux africains qui auraient pu vouloir traiter directement avec eux. Si les relations entre Shaka et les Européens restèrent relativement pacifiques, elles furent marquées par des malentendus et des divergences profondes. Pour Shaka, les Européens étaient des partenaires commerciaux mais ne représentaient aucune autorité sur lui. Pour les Britanniques, toute alliance avec un dirigeant local pouvait être vue comme une opportunité de future domination. Certains récits britanniques évoquent des actes de brutalité de Shaka envers ses propres sujets, ce qui choqua les Européens. De leur côté, les Zoulous percevaient certaines pratiques européennes, comme la traite des esclaves, pratiquée notamment par les Portugais, comme une menace pour leur propre mode de vie. Alors que Shaka consolidait son pouvoir, de nouveaux acteurs européens arrivaient, notamment les Boers, colons d'origine néerlandaise qui allaient plus tard entrer en conflit avec les Zoulous. Après une décennie de conquêtes et de réformes militaires, le règne de Shaka Zulu atteint un point critique en 1828. Malgré ses succès militaires, son autorité devient de plus en plus contestée, notamment en raison de sa gouvernance autoritaire et des tensions internes au sein de son royaume. Dans les dernières années de son règne, Shaka commence à adopter un comportement de plus en plus autoritaire et imprévisible. Plusieurs facteurs contribuent à l'érosion de son pouvoir. En 1827, la mort de sa mère Nandi, qu'il aimait profondément, marque un tournant dans sa personnalité. Effondré par cette perte, il ordonne un deuil national d'une brutalité extrême. L'interdiction de cultiver les champs pendant une année, menaçant de provoquer une famine. L'exécution de milliers de personnes, y compris des femmes enceintes, sous prétexte qu'elles ne montraient pas assez de tristesse. La mise à mort des vaches afin d'empêcher que leur lait ne soit consommé. Avec tout ça, un certain mécontentement au sein de la noblesse et de l'armée. Les guerres incessantes, bien qu'efficaces, épuisent progressivement son peuple et son armée. Ses décisions imprévisibles et sa répression brutale provoquent des tensions au sein même de ses proches conseillers et chefs militaires. Plusieurs chefs de tribus intégrés de force dans le royaume commencent à se rebeller discrètement. Ses propres frères, Dingane et Mlangana, craignent que Shaka ne finisse par les éliminer et décident d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le 22 septembre 1828, Shaka est assassiné dans son kraal de Kwadukuza, aujourd'hui stangé par ses demi-frères Dingane et Mlangana, avec l'aide de leur allié Mbofa, un conseiller de Shaka. Profitant d'un moment de solitude, Dingane et Mlangana poignardent Shaka à plusieurs reprises. Selon certaines sources, ces dernières paroles auraient été prophétiques. Vous pensez que vous êtes des rois, mais les étrangers viendront avec des armes et feront de vous leurs esclaves. Son corps est enterré secrètement, et à ce jour, l'emplacement exact de sa tombe reste inconnu. Après sa mort, Dingane prit immédiatement le pouvoir et ordonna l'élimination des partisans fidèles à Shaka. Après la mort de Shaka, le royaume zoulou connaît une série de changements majeurs sous la direction de Dingane et de ses successeurs. Plus diplomate que Shaka, Dingane tente de stabiliser le royaume en mettant fin aux guerres incessantes et en modifiant certaines réformes. L'objectif étant d'effacer l'héritage de Shaka. Cependant, il entre en conflit avec les colons Boers, ce qui mène à la bataille de Blood River en 1838, où les Zoulous subissent une lourde défaite face aux Afrikanais. À partir des années 1840, les conflits internes affaiblissent progressivement le royaume. Face à la pression des Britanniques et des Beurs, le territoire Zoulou se réduit progressivement jusqu'à son annexion par les Britanniques en 1879, après la guerre anglo-zoulou. Malgré sa mort violente et la chute progressive du royaume zoulou, l'influence de Shaka reste considérable, tant sur le plan historique que culturel. Aujourd'hui, Shaka Zulu est considéré comme un héros national en Afrique du Sud. Son nom est synonyme de force, de courage et de résilience. Plusieurs livres, films et séries ont été consacrés à sa vie, notamment la célèbre série Shaka Zulu produite en 1986. Son image est souvent utilisée dans la musique, la mode et les mouvements politiques pour symboliser la fierté africaine. Même si Shaka n'a pas directement combattu les Européens, son modèle de leadership a inspiré plus tard les résistances contre la colonisation. Il est souvent comparé à d'autres figures historiques comme Napoléon Bonaparte pour ses innovations stratégiques. De nombreux historiens et stratèges militaires reconnaissent aujourd'hui l'ingéniosité des tactiques de Shaka. Il est cité comme l'un des plus grands généraux africains de l'histoire.
Shaka Zulu n'a pas seulement marqué son époque, il a influencé l'histoire de toute l'Afrique australe. Son règne, bien que court, a changé à jamais le destin des Zoulous et laissé un héritage indélébile. Plus de 200 ans après sa mort, son nom est toujours synonyme de force, de stratégie et de grandeur. Son héritage continue d'inspirer non seulement les Zoulous, mais aussi tous ceux qui voient en lui un symbole de leadership et de résilience. Ainsi, Shaka Zulu reste immortel, non seulement dans l'histoire de l'Afrique, mais aussi dans celle du monde entier. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et dites-nous en commentaire quel autre personnage historique africain vous aimeriez voir mis en avant. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.